Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de votre Odyssée spatiale sur les ondes de Good Morning Toulouse. Alors, avant de vous présenter les merveilleux invités et les merveilleuses personnes que j'ai autour de moi, tout de suite, générique. Alors, à mes côtés, bien sûr, l'unique, l'essentiel, je nomme Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir Thomas, merci beaucoup de me présenter avec tant d'entrain. Bah écoute, c'est avec plaisir, je pense que je n'arrive plus à trouver les adjectifs suffisants à chaque fois pour rebondir un peu, mettre un peu plus de mélioratif, mais bon, c'est normal, c'est de l'amour, c'est beau, on est là. Il est trop gentil encore. Et ce soir, avec nous, l'unique, le spécial et spatial, Florian Randria Mahaleo. Bonsoir Florian. Salut Thomas. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Avant toute chose, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, ton portrait est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute pour découvrir un petit peu ton parcours, ton métier et puis tes rêves les plus fous. Mais avant ça, on va discuter tout de suite de nos traditionnelles actualités spatiales. Et Simon, je vais te donner la parole pour une actu très chaude, très récente, fraîche. Très récente pour nous, peut-être un peu moins pour vous quand on diffusera ce podcast, mais vous avez l'habitude. On va parler de Starliner pour la 3e fois d'affilée parce qu'il y a encore eu des rebondissements. Quand nous nous sommes quittés, nous ne savions pas officiellement si la NASA allait reporter les 2 astronautes de l'ISS sur la future capsule Crew 9 de SpaceX. C'est désormais officiel, ça s'est officialisé le lendemain de l'émission, bien entendu, comme d'habitude. Mais depuis, il s'est passé d'autres choses. Je vous passe l'épisode où on a entendu des bruits bizarres dans le Starliner. Il y a des gens qui ont fait des détournements avec Alien, etc. C'était marrant, mais bon, c'était juste une valve qui fonctionnait visiblement mal. Mais en dehors de ça, le Starliner s'est quand même donc détaché de l'ISS très récemment, donc le 7 septembre, pour nous il y a 2 jours, et est donc rentré sur Terre de manière complètement autonome. Ça s'est bien passé. L'une des peurs de la NASA principale, c'était justement que quand le Starliner allait se détacher de l'ISS, ses propulseurs de gaz froid, donc des tout petits moteurs qui viennent changer un tout petit peu la trajectoire, ne fonctionnent pas bien et qu'ils puissent rentrer en collision avec l'ISS, ce qui ne s'est pas passé. Tous les moteurs ont bien fonctionné. Heureusement, les moteurs qui n'avaient pas été défectueux au lancement étaient ceux qui permettaient de le pousser vers l'avant et donc du coup de s'écarter de l'ISS. Donc tout ça s'est très bien passé. Ensuite, la rentrée atmosphérique, qui était un point aussi assez hasardeux sur lequel la NASA ne souhaitait prendre aucun risque. Et on la comprend parce que c'était censé être une mission habitée. La rentrée s'est bien déroulée. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments de post-atterrissage, disons, mais on a quand même pu voir que il n'y a pas eu de trou dans le bouclier, en tout cas, qui aurait fait fondre et se désintégrer la capsule. Et elle s'est bien posée, donc quelques heures après son détachement de l'ISS, dans le désert du Nouveau-Mexique. Donc revenue totalement en mode automatique. Et ça nous fait repenser un petit peu à l'émission avec Aurélie de Heiko sur la question de l'IA. Mais en tout cas, c'était donc plutôt bien sécurisé de ce point de vue-là. Et à l'heure actuelle, en tout cas dans ce qui est programmé sur les plannings de la NASA et de Boeing, qui développe donc le Starliner, le prochain vol devrait être en août 2025. Il a déjà fait l'objet d'un report de 5 à 6 mois, parce que je crois qu'à l'origine, il devait être en février 2025. Mais si Starliner est certifié, parce que c'était quand même l'objectif de ce vol en grande pompe, ce vol en conditions réelles, et qui donc ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, parce qu'on a quand même, on le rappelle, des astronautes qui, au lieu de passer 8 jours dans l'ISS, vont y passer 8 mois. Et ça demande à SpaceX en plus de revoir tous ses plans pour la suite, donc c'est un sacré bazar, sans dire d'autres termes. Donc pour l'instant, on sent que Boeing, qui est dans une panade du point de vue fusée, mais aussi du point de vue avion, marche sur des œufs, et la NASA fait le dos rond pour l'instant, mais on ne serait pas sans avoir une grande surprise de annulation, je ne sais pas, mais en tout cas de reformulation du projet avec Starliner. Mais pour l'instant, prochain vol en août 2025 et le retour s'est bien passé. Vous les gars, comment c'est cette série Starliner, comment vous l'avez vécu? Bah, moi, bon, forcément, il y a Boeing qui est sur une passe. Enfin, il y a un timing Boeing en ce moment qui est juste horrible entre ce qu'ils ont eu côté avion et ce qu'ils ont maintenant côté spatial. Et puis en fait, les États-Unis aujourd'hui, ils se retrouvent avec une problématique qu'ils n'avaient pas depuis quelques temps, c'est de se retrouver dépendants que d'un seul acteur, avec. Alors, ils ont de la chance aujourd'hui parce que SpaceX, ils ont un taux de succès absolument fou,
Mais ils ont aussi le risque de dire, voilà, si jamais il y a un seul pépin sur SpaceX, on perd l'accès. Et donc, ça engendre de nouveaux enjeux pour la NASA qui va devoir se retrouver à aller faire peut-être une nouvelle compétition pour aller récupérer de nouveaux acteurs, de nouvelles entreprises, encore une fois, pour éviter ce qu'ils voulaient éviter à la base, c'est se retrouver dépendre que d'un seul acteur. Donc ça va être un des gros enjeux pour moi, pour la NASA dans les prochaines années, et même dans les prochains mois à venir, quoi. Moi, je suis désolé, mais quand les bruits de Starliner ont été déclarés, ça faisait quelques jours que j'avais vu Alain Romulus, donc non, oui, une vanne qui décroche, ouais, non, quand même, ça m'a... Moi, j'ai fait des liens, tu vois, je peux plus m'en empêcher. On invite les auditeurs à aller écouter ce qui s'est passé dans la capsule Starliner. C'était effectivement très bizarre, mais parfaitement expliqué. Mais voilà, tout à fait, je divague, mais bien sûr, il y a une raison scientifique derrière tout ça. Non, après, comme tu l'as très bien dit, Florent, c'est vrai que ça remet en cause plein de choses, surtout que Boeing, avant cette passe un peu compliquée, c'était quand même un des leaders du marché, il s'annonçait quand même comme un puissant entrant sur le spatial aussi, avec Starliner, c'était quand même une belle promesse. Mais en même temps, voilà, est-ce que ça va permettre de faire un rebond et ils vont s'améliorer, on va avoir d'autres capsules qui vont être nickel, ou est-ce que ça va permettre l'entrée de nouveaux acteurs dans le marché avec un soutien de la NASA, ce qui n'est pas rien quand on arrive dans le spatial. Ça laisse de nouvelles questions, mais ouais, ça reste très très intéressant. Et en plus de ça, c'est quand même un moment charnière du spatial, t'en parlais Florian, c'est quand même quelque chose de très particulier de voir la NASA qui contractuellement avait beaucoup de partenaires à l'origine et qui aujourd'hui, alors on a toujours, mais pour la question de la capsule habitée, c'est la Falcon 9 et son Crew Dragon sont actuellement les seules capsules capables d'envoyer des gens dans l'ISS. On a bien sûr SLS Orion, mais ça c'est une toute autre stratégie et pour l'instant personne n'a été lancé avec cette fusée-là et cette capsule. Donc bon, on va voir dans les prochains, même je pense prochains mois, des gros changements et en tout cas des belles annonces et j'espère que Boeing, bien entendu on ne souhaite pas de mal à cette entreprise, mais j'espère que Boeing saura rebondir malgré le fait qu'effectivement l'enchaînement des événements est quand même particulièrement mauvais pour eux. Mais on a beaucoup parlé d'un concurrent à Boeing donc qui s'appelle SpaceX et je crois que mon cher Thomas, tu voulais nous parler d'une actualité qui les concerne. Tout à fait. On va parler aujourd'hui de Polaris Down. Alors si je dis pas de bêtises, le lancement a été une nouvelle fois reporté et la fenêtre serait potentiellement à partir de demain, du 10 septembre. Exactement, 10 septembre. Ça peut décaler encore au 11, je crois, entre ce que j'ai lu. Enfin, il y a eu plein d'infos multiples là-dessus. Mais en tout cas, de toute façon, vous saurez à peu près, si ça n'a toujours pas décollé, c'est que ça a été encore décalé. Mais en tout cas, voilà, Polaris Down, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mission SpaceX, mais SpaceX 100% privée. Donc l'idée, c'est d'envoyer des gens dans l'espace, mais qui ne sont pas forcément issus d'agences spatiales, NASA, CNES, ESA ou bien d'autres. Alors il y a eu plusieurs reports, puisqu'on en parle depuis, je crois, déjà le 26 août de ce lancement, à cause de fuites d'hélium, d'une météo foireuse, et de reports pour des raisons inconnues. En effet, un peu de mystère autour de cette mission. Alors à bord, on aura Jared Isaacman qui sera le commandant, qui est donc je crois que c'est un industriel, un businessman essentiellement. Anciennement, il a déjà volé, je crois. Oui, il avait déjà volé parce qu'il a beaucoup travaillé sur ces capsules-là. Je crois qu'il avait volé pendant des vols tests, justement. Oui, je me demande si c'est pas Inspiration 4 ou quelque chose. Non, c'est Inspiration 4 ouais. Peut-être. On a aussi Anna Menon et Sarah Gillis, donc qui sont toutes les deux ingénieures et qui ont bossé sur la capsule, donc elles sont plutôt contentes de voler dessus, et puis ça va permettre aussi d'avoir de solides compétences en cas de petits pépins. Et enfin, Scott Potek, pilote donc de cette mission, qui a eu lui un gros CV aussi militaire, de pilote et tout ça. Alors là, l'objectif de Polaris Down, c'est une mission qui devrait durer 5 jours dans l'espace, mais c'est aussi d'aller à 1400 km d'altitude. Pour se situer, l'ISS est autour de 400 km. Et alors, tout simplement, on n'est pas allé aussi loin, entre guillemets, depuis les missions Apollo, qui sont allées vers la Lune. Donc l'idée, bien sûr, Elon Musk, il n'est pas fou, c'est que si on peut aller à 1400, l'objectif du second vol, ce sera d'aller plus loin. Peut-être un troisième vol avec un départ Starship. Et puis ensuite, l'objectif, c'est objectif Lune, objectif Mars, pour y envoyer du monde. Mais c'est pas tout, puisque cette première mission devrait servir à deux choses principales, c'est de faire une sortie extravéhiculaire et de tester les combinaisons spatiales de SpaceX qui sont censées être aussi révolutionnaires. Alors, ces combis, bien sûr, elles seront envisagées pour des missions plus longues, elles vont être testées à ce moment-là. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même quelques petits soucis, quelques petites craintes, notamment pour Jared qui s'est exprimé là-dessus, puisque les astronautes vont être, ils vont aller dans la bande intérieure des ceintures de Van Allen, donc qui commence de 300 à 10 000 km en orbite. Il y a beaucoup plus de radiation, notamment de radiation solaire, puisque c'est littéralement un piège à particules rapide. Donc les astronautes vont bombarder. Pour vous donner une petite idée, au niveau court terme, ça peut arriver assez vite. Il peut y avoir des problèmes au niveau du système nerveux central,
des débuts de cataracte, des troubles de la vision et des troubles de la moelle osseuse qui peuvent perdurer soit pas longtemps, soit très longtemps. Donc c'est pas rien, ils en sont conscients, ils ont signé une petite clause, une petite décharge, mais quand même. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de sas comme pour l'ISS ou comme pour d'autres installations. Donc en fait, quand ils vont dépressuriser leur capsule, Polaris Down, pour sortir littéralement, faire leur sortie, eh bien c'est tout l'environnement qui va être dépressurisé, ce qui peut entraîner aussi un syndrome de décompression, comme pour la plongée. Donc encore une fois, c'est très prometteur, mais on voit quand même que c'est un petit peu... voilà, comment dire. Moi, ça me fait penser, je sais pas vous, mais au début de l'exploration spatiale. On part, on teste un truc, on va aller repousser les limites de la capacité humaine. On sait que ça craint, mais vas-y, on va quand même tenter, quoi. Bah, moi, ce qui me gêne, tu l'as dit avec le début de l'exploration spatiale, ça me fait vraiment penser au Far West, quoi. C'est vraiment en mode, on a envie de tenter quelque chose, on a l'argent pour le faire, on a les structures pour le faire, les infrastructures pour le faire, on le tente. Mais il y a quand même, tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de points avec des questionnements forts. Et là, on parle de vie humaine, on ne parle pas de lancer une machine sur un astre à côté de chez nous, hein. On parle de 4 vies humaines quand même, avec des technologies qui sont certes extrêmement abouties, sûres d'un point de vue nominal sur un trajet Terre-ISS, mais là, on ne parle pas du tout de ça. Le point des radiations, c'est un point hyper important, et ça l'était déjà dans les missions Apollo, et ils calculaient tout pour les faire passer le plus vite possible au travers de cette bande où, comme tu le disais, les particules irradiées du soleil peuvent être dangereuses pour l'humain. Mais là, ils vont donc rester à peu près dans cet espace-là parce que c'est là qu'ils vont travailler. Donc certes, le record est intéressant, c'est toujours très vendeur, et en tant que communicant autour de cette table, on le sait, mais c'est très vendeur de parler de ça. Mais d'un point de vue humain, c'est aussi une zone de danger. Donc il faut être conscient de ça et pas survendre quelque chose qui peut potentiellement être la perte de la mission et la perte des humains qui sont dans la mission surtout. Tu vois, ça fait un peu penser au premier vol humain, donc celui de Yuri Gagarin et de Valentina Tereshkova. C'était vraiment le concept guerre froide, l'URSS, c'est on veut envoyer les premiers humains, le premier homme, la première femme dans l'espace. L'un comme l'autre, ils ont failli pas rentrer à de nombreuses occasions. Valentina Tereshkova, elle a failli finir dans l'espace bien lointain. Donc, ouais, on a un peu l'impression de se replonger 40 ans, 50 ans en arrière dans un contexte qui était pourtant bien différent. Et puis surtout, t'accumules les risques, quoi. Ouais. Comme tu as dit tout à l'heure, on a ce côté radiation qui est présent. Et puis, ce côté de dépressurisation où t'as pas de sas. Moi, c'est surtout ça, en fait, qui vraiment, pour le coup, me dit c'est quand même risqué, les gars. Oui, effectivement, il faut repousser les limites, il faut tenter des choses, il faut aller plus loin. Et ça a toujours été le leitmotiv de SpaceX, de faire toujours plus. Mais ça a rarement été avec des humains. Finalement, ça a été majoritairement avec des structures, avec de l'avionique, avec voilà, on va faire atterrir des fusées sur Terre, on va tenter Starship et ainsi de suite, mais t'as pas de risque, on va dire purement humain. Tu vas pas avoir de mort sur la conscience. Là, on est quand même comme tu as dit juste avant, c'est la première fois, en tout cas depuis l'émission Apollo, qu'on va aussi loin. Et en plus de ça, on fait une sortie extravéhiculaire avec des conditions qui n'ont jamais été testées avant. Ouais, honnêtement, moi personnellement, ça me fait peur. Ouais. Ça ressemble beaucoup à la sortie de Leonov sur les premiers essais russes, parce que ce type de dépressurisation globale, etc., c'était un peu ce qu'a vécu Leonov, mais encore une fois, tu as dit un point qui est important, ils vont tester des combinaisons dans un environnement où, si jamais les combinaisons ont le moindre problème, c'est terminé. Ouais. Il n'y a plus rien. Et Leonov, lui, c'était un autre problème, c'est que sa combinaison était trop gonflée, la pression dans sa combinaison était trop forte, donc du coup, il ne pouvait plus replier les bras, rentrer dans sa capsule, donc il a dû faire une petite fuite d'air plus ou moins maîtrisée pour rentrer. Il a failli crever, il faut quand même le rappeler. C'était il y a 50 ans, même plus que ça, c'était il y a 60 ans aujourd'hui. Et là, on part sur un truc où on a 4 personnes qui seront dans un seul et même sas, parce que le sas, c'est leur capsule, et on leur dit, vous testez une capsule, vous testez une combinaison, alors je suppose qu'ils ont pris quand même beaucoup de précautions, mais il y a un côté prototypage qui est propre à SpaceX, et comme tu l'as très bien dit sur les machines, ils ont beaucoup fait ça, et c'est leur succès, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais là, il y a des vies humaines en cours, donc moi, j'avoue que je suis pas spécialement hypé, j'ai plus peur qu'autre chose. Tu vois, ils ont dit apparemment que tout ce qui était combinaison et même le matériel de bord avait été mis dans des salles spéciales et qu'ils avaient bombardé de radiation pour les tester, et tester leur fiabilité jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a la radiation, il y a le matériel, il y a la santé, c'est-à-dire qu'on parle quand même de problèmes de vue. Donc si tu as 4 astronautes qui perdent la vue ou qui ont un souci de cataracte en pleine mission, on fait quoi en fait? Tu vois, il y a cette question-là. Et puis, on est vraiment dans une capsule qui à tout moment peut ne pas se répressuriser.
Et là, en fait, il faut ramener les astronautes pendant une durée qui peut être hyper longue, parce qu'on part quand même pour 5 jours. Les bouteilles d'oxygène des combinaisons sont pas faites pour tenir aussi longtemps. Et moi, quand j'ai lu ça, alors je sais pas si vous avez vu Seul sur Mars, toi, je sais Simon, Ouais. tu l'as vu, je sais pas si, ouais. Il y a une phrase qui m'est venue en tête tout de suite, celle que Mark Watney prononce vers la fin quand il doit rejoindre avec sa capsule très foireuse le vaisseau de ses collègues. Il dit: vous voulez m'envoyer dans l'espace dans une espèce d'hyper vitesse, dans une décapotable bâchée à la hâte. Et en fait, ça me fait penser à Bah, c'est ça. un peu ça, ouais. Tu vois, ça me fait vraiment penser à ça. Ils vont être sur un truc, une espèce de boîte de conserve vide. Ils vont y aller. Ouais, ça fait peur quand même. On se Complètement. dit, En fait, ouais, en fait, c'est un peu ce seuil de non-retour Ouais. sur ta dépressurisation. À partir d'un certain seuil, le temps de venir repressuriser, ça se fait pas en un claquement de doigts, tout simplement. Et puis, après, on a vu ce côté risque et ainsi de suite, mais il faut aussi dire derrière que si ça marche, c'est des mois et des mois de gagner en termes de qualification. Ouais. Et ça va venir donner des idées derrière la NASA, de se dire, ok, donc finalement c'est safe, ça fonctionne, et ainsi de suite. On peut venir, au lieu d'avoir des mois, voire des années de qualification de système, se dire, ça fonctionne, on peut y aller, quoi. Mais je comprends parfaitement, mais ça fonctionne, ça a fonctionné à ce moment-là, mais ça veut pas dire que, Oui. entre guillemets, c'était l'anecdote de la tartine est tombée du bon côté cette fois-ci, mais qui te dit qu'elle va tomber du bon côté l'autre fois. Et puis, ça peut aussi faire un précédent pour d'autres structures privées comme SpaceX, même si à l'heure actuelle, il n'y en a pas vraiment qui sont comparables, mais à l'avenir de dire, Boeing, je pense que tu mettrais pas 4 astronautes à dépressuriser à 1400 km de la Terre actuellement. Mais tu vois, à l'avenir, dans, je sais pas, 5 à 10 ans, une boîte qui dirait, SpaceX, ils l'ont fait, pourquoi on le ferait pas? Après, encore une fois, je suis d'accord avec toi que c'est aussi une manière d'itérer, de créer des choses, d'avancer rapidement, de vraiment venir casser un petit peu le côté très rigide du spatial, etc. Et ça, ils le font très bien. Et ça, on a toujours eu cette discussion. On n'est pas tous toujours parfaitement sur les mêmes axes dans l'émission, mais moi, à partir du moment où il y a des vies humaines, tu déconnes pas, entre guillemets. Là, c'est no shit, tu vois, c'est en mode tu prends ceinture et bretelles, comme diraient beaucoup de copains, et tu y vas petit à petit. Et là, j'avoue que le coup de com' mélangé à l'innovation, parce qu'il y en a vraiment une, je trouve que c'est trop pour moi et c'est un peu la direction prend SpaceX depuis quelques années de ce point de vue-là. Après, je pense que c'est aussi un effet dont on parle longtemps, c'est un peu cette confrontation entre les acteurs, entre guillemets, publics, les agences, et les acteurs privés. C'est un peu, là, un simple contrat fait que les astronautes ont accepté. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas les primes de risque pour lesquelles ils sont payés, mais on voit mal l'ESA, la NASA ou le CNES tenter un truc comme ça. Et donc, c'est là aussi où ces acteurs privés, ils ont des faiblesses, des forces, ça pose des questions, mais comme tu l'as dit, ça permet aussi certaines avancées. Mais au-delà de ça, je sens que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant très longtemps, tant il y a un côté un peu waouh, un peu what the fuck aussi. Je propose qu'on passe au point Space Culture, que je vais avoir d'ailleurs le plaisir de vous présenter, puisqu'on a reçu un livre de la part des éditions Juno qui s'appelle Extraterrestre, qui a été écrit par Adam Frank. Alors avant de vous lire un passage que j'ai choisi avec soin, donc Adam Frank, c'est un astrophysicien et professeur à l'université de Rochester aux États-Unis. Il a eu la médaille Carl Sagan et il est chercheur principal du premier projet subventionné de la NASA à la recherche de technosignatures, donc un petit peu des traces de technologie extraterrestre. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu un passage de ce livre, qui est un peu, ce livre, c'est un petit peu le bilan, la concrétisation de certaines recherches. Il fait un peu le point sur, pourquoi est-ce qu'on cherche de la vie ailleurs, en quoi c'est utile, est-ce qu'on devrait les contacter ou pas. Donc c'est hyper intéressant, c'est très bien écrit, il y a des petites notes humoristiques que j'aime beaucoup, donc je vous invite à aller le découvrir et je vous en lis un passage tout de suite. Donc je vais vous lire un passage qui est plutôt vers la fin du livre, mais qui m'a paru hyper intéressant, où justement l'auteur vient remettre un petit peu en cause le bilan de ses recherches, le bilan de ce premier bouquin, parce que j'imagine qu'il pourrait y en avoir un autre, tant les recherches vont avancer, vont évoluer. Donc je vous laisse découvrir ça. Enfin, l'aspect qui est peut-être le plus important de la découverte d'une civilisation extraterrestre tient au fait qu'elle ne serait qu'un début. La découverte d'une planète avec des technosignatures nous obligera à construire de plus grands et de meilleurs télescopes afin d'étudier à fond cet autre monde civilisé. Cela soulèverait également la question de tenter ou non d'établir un contact. Devrions-nous commencer un très long dialogue ? Il faut se rappeler que si cette civilisation se trouvait, disons, à 50 années-lumière, une seule salve de questions et de réponses prendrait un siècle. A l'inverse, on pourrait décider de ne pas communiquer, trouvant judicieux de simplement observer. On pourrait commencer par envoyer des sondes robotiques pour avoir un meilleur aperçu, sondes qui seraient pour nos voisins l'équivalent d'OVNI. Sans nul doute, l'humanité ne sera plus jamais la même, une fois qu'elle aura découvert une civilisation extraterrestre.
Cela ne veut pas dire que nous commencerons tout de suite à agir différemment, par exemple à être bons les uns envers les autres, ce qui serait une excellente idée au demeurant. Sur le long terme, une telle découverte pourrait toutefois affecter nos religions. Jésus-Christ est-il déplacé de planète en planète pour sauver tous ces extraterrestres ? Notre éthique, les valeurs que l'on chérit sont-elles universelles ou juste locales ? Et notre art, comment se représenter désormais dans les livres, les films et les chansons, en sachant que d'autres êtres sont si différents de nous ? Une autre conséquence importante découlerait de la découverte d'autres civilisations. Cette découverte pourrait nous éclairer sur notre propre avenir, car l'une des réalisations bizarres du XXIe siècle, c'est que pour nous, il n'y aura peut-être pas de XXIIe siècle. Donc c'était un extrait vers l'épilogue du livre d'Adam Frank, Extraterrestre. Et alors je vais me tourner vers toi Florent, parce que j'ai l'impression que c'était un peu inspiré. Ouais, complètement. En fait, c'est super intéressant parce que alors il y a une très belle question sur la culture. Forcément, en communication, c'est le nerf de la guerre entre guillemets, et de devoir diffuser un message à plein de personnes différentes. Si on est à des milliards de kilomètres, forcément, la manière de communiquer, elle est complètement différente. Et déjà qu'on peut avoir du mal avec des personnes qui ont une culture, je sais pas, par exemple orientale, qui ont une culture africaine, qui ont une culture sud-américaine, nord-américaine. Si on doit communiquer, échanger, avoir des points communs avec des personnes qui ont des milliards de kilomètres de différence, ça sera forcément un beau challenge, quoi. Ouais, puis comme tu le dis, en plus, même sur notre rapport à la culture générale, c'est-à-dire que si on découvre une civilisation qui allait, je fais un peu de science-fiction, on considérait qu'elle était beaucoup plus avancée, évoluée que nous, sa culture, de fait, serait beaucoup plus évoluée que nous. Donc en fait, nous, ça nous remettrait dans une situation où on se dirait, attends, on fait bouger des cordes sur un bout de bois, on en est où, tu vois ? Et puis même sur son ouverture, il a un côté très pratico-pratique, entre guillemets, qui me plaît, qui remet en question aussi son travail et son existence au sein du monde scientifique. C'est de dire, est-ce que avoir ce genre de recherche, ça a un intérêt alors même qu'on n'est pas certain de voir le 22e siècle? C'est comme ça qu'il l'évoque dans son livre. Et c'est vrai, encore une fois, l'espèce humaine est menacée, fait partie des espèces menacées sur cette belle terre. Et donc voilà. Je dis pas, et loin de là, je pense que vous commencez à me connaître au bout d'un moment, je suis un fan invétéré de ce type de recherche, mais qu'il est très important de les remettre dans la balance, que ce soit en coût en termes écologiques, en coût économique, et aussi en avancée scientifique, avec toute la préservation de notre planète et de notre écosystème humain et animal et végétal. Donc je trouve que c'est une belle remise en question, tout en étant, sans expliquer que ce qu'il fait, ça n'a aucun intérêt, bien loin de là, mais de remettre en contexte un petit peu les choses, et ça permet aussi aux gens qui utilisent cet argument à raison pour décrier ce type de recherche, de bien se rendre compte que ces scientifiques-là ne sont pas exempts de ce genre de questions, et je trouve que c'est pour moi vraiment une très bonne position. Complètement d'accord, ouais, c'est clair, complètement d'accord sur ça, d'avoir ce côté vraiment terre à terre, ce côté quelle est ma place moi-même en tant que scientifique, et le recul, c'est vrai que on a un petit peu ce problème dans le spatial de très souvent quand on parle avec l'extérieur, l'impression que le spatial est dans une tour d'ivoire et que ce qui se passe dans le spatial reste dans le spatial et ne découle pas dans le reste de la société. Et c'est vrai que ces questions-là, c'est des questions que toute personne dans le spatial se doit d'avoir. À quel point moi je contribue au reste de la société. C'est en effet des questions majeures et on en a parlé dans d'ailleurs pas mal d'émissions, mais je vous invite à aller donc lire ce livre puisque avant cet épilogue, il y a plein de chapitres hyper intéressants, plein de réponses à des questions qu'on se pose et qu'on ne se pose peut-être pas encore ou pas assez. Donc je vous invite à aller le découvrir et on se retrouve tout de suite pour notre seconde partie d'émission. Et donc pour cette seconde partie, nous allons à la découverte de Latitude et des micro-lanceurs français. Alors, est-ce que Florian, tu peux déjà nous refaire un pitch rapide de ce que vous faites chez Latitude, s'il te plaît ? Alors Latitude, on est un concepteur, producteur et bientôt opérateur de fusées, de petits lanceurs, de micro-lanceurs, comme tu l'as dit juste avant. La différence entre les micro-lanceurs et les lanceurs traditionnels, ça va être la capacité d'emport. Nous, on est sur 200 kg de charge utile, donc on est vraiment sur même la plus petite taille de micro-lanceur, et on est un des, je pense, ou peut-être même le plus petit lanceur qui est en cours de développement en Europe. Et donc l'objectif, c'est de forcément lancer nos premiers satellites dès l'année prochaine,
pour ensuite pouvoir atteindre une cadence de lancement de 50 Zephyr par an. C'est vraiment l'objectif, c'est faire en sorte que chaque nanosatellite, chaque client puisse avoir un lancement en temps et en heure, et surtout à l'endroit où il veut dans l'espace. C'est vraiment ça le cœur de cible de notre activité. Voilà, tu l'as dit, l'intérêt c'est aussi un petit peu de s'adresser à de nouveaux clients qui ne sont pas forcément trop considérés par les gros lanceurs qui eux lancent des tonnes, voire des dizaines de tonnes par lancement. Mais du coup, voilà, comment vous vous placez, dans quel secteur vous évoluez sur ces nouveaux clients? Parce que à qui tu t'adresses quand tu lances 200 kilos dans l'espace? Ouais, en fait, il y a une logique de complémentarité avec les lanceurs traditionnels. Ça peut être Ariane 6, ça peut être Vega, ça peut être SpaceX, et ainsi de suite. Eux vont vraiment lancer à la masse. Quand je parle de petits satellites, de small sat, pas les gros satellites, mais eux vont lancer à la masse en rideshare, et ainsi de suite. C'est super intéressant quand tu veux commencer à déployer les premières parties de ta constellation, ou si tu veux te dire, ok, je suis une startup, il va falloir que j'ai du flight heritage, il va falloir que je teste certaines choses en orbite, il va falloir que je découvre l'espace en fait, en premier. Et puis ensuite, quand tu vas souvent, tu vas prendre en maturité, et souvent tu vas te dire, il faut que je sois plus précis, il faut que j'ai des datas qualitatives, et pour ça, je vais devoir cibler certaines parties d'orbite, certaines inclinaisons, et ainsi de suite. Quand tu es sur du rideshare, tu choisis pas ton orbite. On va te dire, je vais aller à tel kilomètre d'altitude, à telle inclinaison, et juste t'as pas le choix, parce que à côté de toi, tu as 90 autres nanosatellites qui veulent aussi aller dans l'espace, et donc on va avoir une mission qui va être optimale pour tous, mais qui sera pas celle que tu veux réellement. Chez les micro-lanceurs et chez nous, quand on est sur du 200 kg, l'idée c'est de se dire, ok, ton satellite, en fait tu vas être le prime, tu vas être le client principal. Si tu veux aller à 352 km avec, 67 degrés d'inclinaison, tu peux le faire, parce que tu as un lanceur qui est vraiment dédié à tes besoins. C'est ça la vraie différence qu'on va avoir avec des lanceurs traditionnels. C'est pas une logique de concurrence en tant que telle, c'est une logique de complémentarité. Alors moi j'aurais deux questions. Une première pour nos auditeurs qui forcément peut-être ne connaissent pas forcément le terme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est un rideshare? Un rideshare, c'est exactement comme quand on prend un bus, typiquement, ou quand on prend un avion, c'est un transport partagé. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas seul dans le véhicule, on est avec, dans le cadre des rideshares de SpaceX, avec 50, 60, 80 autres clients qui veulent aussi aller dans l'espace, et ils les empaquettent, je vais y arriver, tous ensemble dans la même mission, dans le même lanceur, et ils les envoient dans l'espace et ils les déploient petit à petit. Et alors, ma deuxième question, c'est histoire d'aller chercher encore plus de fans. C'est vrai que les gens, quand on échange auprès du grand public, les grands noms, comme tu l'as dit, c'est SpaceX, les énormes fusées, c'est Ariane 6, c'est Ariane 5, c'était le Soyuz. Pourquoi, d'après toi, même si on est déjà convaincu au sein d'Odyssée, pourquoi est-ce que les lanceurs français, et notamment les lanceurs de latitude, ont une histoire, ont des objectifs qui sont tout aussi vibrants que des gros comme SpaceX ou Ariane? Je pense qu'il est particulièrement intéressant quand on est sur du micro-lanceur. Je parle pour l'attitude, mais en fait, je peux même parler pour ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en France. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une course au développement, dans une course au lancement. On a parlé de SpaceX, on a parlé d'Ariane. Alors ça y est, Ariane 6 a décollé, a été lancé, donc aujourd'hui on est plus sur, on trouve des clients, le développement est terminé, on va avoir quelques optimisations avec les boosters et ainsi de suite, mais sinon le gros du travail a été fait. Nous on est dans une autre partie d'histoire, on est dans vraiment la partie développement, industrialisation. Donc les personnes qui sont chez nous, déjà elles voient le produit de leurs mains, elles le voient directement, elles contribuent directement, elles voient leur impact. Ça c'est aussi une grosse différence, on est 140, on n'est pas à 5000, 6000, 10 000. Donc chaque personne voit le fruit de leur travail, et qu'on soit d'ailleurs ingénieur, comme on peut être communicant, qu'on peut être comptable, et ainsi de suite. On voit notre impact concret sur le projet. Et donc voilà, il y a vraiment cette logique de course où chacun se regarde dans les micro-lanceurs. On est concurrents et en même temps collègues, confrères, parce que on se voit dans les events, donc forcément, on va discuter, on vit les mêmes choses. Donc il y a aussi cette connexion qui existe entre eux et nous. Et voilà, cette logique de course, d'arriver en premier. Et c'est ça qui est vibrant, de faire partie de cette aventure, de développer quelque chose technologiquement incroyable, ou de le produire, parce que voilà, il y a cette première partie qui est vraiment le développement technologique, mais ensuite il y a un autre enjeu qui est, ok, je passe d'un produit
de R&D à un produit qui doit être industrialisé, qui doit être produit à hauteur de 50 unités par an. Et donc, ça engendre de nouveaux enjeux, ça engendre de nouveaux défis, ça entraîne potentiellement de nouveaux développements aussi derrière pour itérer. Et donc, systématiquement, on est dans cet engrenage-là, et ce qui fait que forcément, ça fait vibrer, quoi. Et justement, tu nous as parlé des prochaines grandes étapes. Enfin, tu nous as évoqué le premier lancement l'année prochaine. Tu nous as parlé de l'objectif des 50 lancements par an. Mais c'est quoi un peu le calendrier? C'est quoi les prochaines, justement, grandes étapes avant d'en arriver là? Les prochaines grandes étapes, et c'est ça aussi d'ailleurs qui est super intéressant sur le projet, que ce soit micro-lanceur, que ce soit Latitude et ainsi de suite, c'est qu'il y a des étapes très visibles, très régulièrement. J'en parlais assez récemment, mais je parlais des essais moteurs qu'on a eu en Écosse. Et je disais, voilà, c'était il y a 1 an et demi. Pour moi, 1 an et demi, ça fait limite des décennies. Et en fait, quand on parle, en fait, non, 1 an et demi, c'est super rapide, quoi. Et c'est la même chose sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, voilà, d'ici la fin de l'année, donc dans 3-4 mois, on va avoir nos essais moteurs de notre nouveau moteur qui est 4 fois plus puissant que l'ancien. Donc, pareil, niveau dimension, envergure, on n'est plus du tout sur la même chose. Et donc, on va l'essayer. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les essais de l'étage complet. Puis le lancement à la fin d'année. Donc en l'espace de 1 an, on va se retrouver avec de gros jalons très visibles et surtout en fait voilà qui font vibrer et qui disent ok je travaille pour ça et je vais le voir concrètement et ça arrive très vite. Et du coup, d'ailleurs, je fais un peu de promo, mais je vous invite, comme nous, à aller suivre les réseaux sociaux de Latitude, parce que pour le coup, c'est l'occasion de voir de belles images et d'accéder justement à suivre à plein de belles étapes comme ça d'une belle entreprise française qui nous permet d'aller toucher un peu plus, nous rapprocher un peu plus près de l'espace. Et une question, c'est vrai que je me pose, c'est que Simon l'a évoqué, on en a parlé à pas mal d'occasions, vous avez l'objectif d'avoir 50 lancements par an. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous prévoyez matériellement parlant d'arriver à ce statut-là? Il y a ce gros enjeu d'assets industriels qui compte. Aujourd'hui, on est sur une usine qui fait 3000 m². Quand on la voit, on se dit waouh, 3000 m², en fait, c'est grand. Mais cette usine, quand on veut faire 50 lancements par an, 50 unités par an, ça suffira pas. Aujourd'hui, on pourra en sortir 5 à 10 sur cette usine, ce qui est pas mal, ce qui est bien, mais ce qui est carrément différent de ce qu'on veut atteindre. Donc on a une nouvelle usine qui va arriver dans les prochaines années, qui fait 18-20 000 m², si je me rappelle bien. Donc on est vraiment sur un facteur complètement différent. Et ça va être vraiment cet enjeu-là qui va animer l'attitude aussi. Il y a le côté enjeu produit, et puis il y a l'enjeu asset, l'enjeu industriel, l'enjeu de la zone d'essai aussi. On est à une zone d'essai qui est à 45 minutes de Reims, donc qui est sur l'aéroport de Vatry. On a récupéré une partie de l'aéroport qui était auparavant à l'OTAN dans les années 60-70. Et cette partie-là, elle fait 4 hectares grosso modo. Et c'est là qu'on va pouvoir installer toutes nos activités d'essai, donc essais moteurs, essais étages, essais de futurs lanceurs, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose à long terme. Et c'est ça aussi qui, pour moi, est assez intéressant dans l'aventure Latitude, c'est qu'il y a vraiment une pensée long terme. C'est-à-dire que cette année, ça a été vraiment une logique d'expansion. On s'est solidifié, on s'est structuré. On a récupéré l'extension de notre usine. Avant, elle faisait 1500 m², donc on a repris 1500 m², donc ça fait 3000 en tout. On a commencé à l'équiper, à recevoir les machines qui ne nous servent pas à très court terme, mais qui vont nous servir d'ici 1 an, qui vont nous servir d'ici 2 ans. Et donc on les a déjà, parce que il faut aussi monter en compétences, monter en maturité, monter au niveau de la structuration d'entreprise. Et donc c'est ça, c'est toujours penser sur du long terme. Et donc pour atteindre ces 50 lancements par an, effectivement, ça passera par équiper, grandir. Aujourd'hui, on est 140, et puis l'objectif, c'est d'être 200, 300 dans les prochaines années, pour pouvoir aussi supporter cette croissance en termes de matériel. Forcément, il faut l'humain derrière, quoi. Et tu parlais justement de vision à long terme, tu parlais de 50 lancements, et tout à l'heure, dans le cadre du point Space Culture, on a aussi parlé du lien entre spatial et écologie sur Terre, très pragmatiquement. Comment vous le considérez? Parce qu'encore une fois, dans le milieu des lanceurs, c'est une thématique très importante, particulièrement en Europe, et pour le grand public aussi. Donc, comment vous vous inscrivez dans cette volonté d'avoir 50 lancements par an, ce qui est quand même énorme, à savoir qu'il y a en gros à peu près entre 100 et 200 lancements par an dans ces années qui nous suivent. Comment vous placez là-dessus du point de vue aussi environnemental?
Alors c'est superbe question et c'est l'écologie dans le spatial, je pense qu'on peut en débattre pendant des heures parce que c'est un sujet qui est énorme. On va avoir le sujet côté État, régulation internationale, qui vont devoir s'accorder. On va avoir le côté institution européenne, institution française, parce qu'on a en France la chance d'avoir la loi d'orientation spatiale, qui est une des plus restrictive sur ces sujets-là, ce qui permet derrière d'être compétitif en fait à l'international, parce que au vu de la régulation en France, ça nous permet derrière que quand il y a des changements de législation dans le monde, on est déjà en avance. Donc derrière, ça nous fait des avantages compétitifs sur les autres. Et donc pour vraiment revenir sur l'écologie en tant que telle, en tant qu'acteur, il y a deux aspects. Nous, on est un lanceur, donc on lance les satellites, et effectivement, il y a le côté débris, typiquement déjà, qui va compter. On doit avoir cette responsabilité-là, de se dire, ok, est-ce que ce que je lance est souhaitable? Est-ce que les projets que je lance sont souhaitables? Nous, aujourd'hui, on est convaincus que oui. Ce qu'on va lancer comme satellite, ça va être de l'observation terrestre. Donc concrètement, ça va être quoi? Ça va être la lutte contre les feux de forêt. On a vu les méga-feux qu'il y a eu en Californie assez récemment. J'étais en Californie justement pour un event il y a 2-3 mois. Juste à côté de feux de forêt qui sont massifs, gigantesques, et t'en vois pas des avions au-dessus de ça. Parce que c'est trop dangereux de survoler en avion à basse altitude des feux de cette envergure-là. Tu as préféré, surtout pour cartographier, si c'est pour éteindre, oui forcément, mais si c'est pour cartographier, c'est un bénéfice-risque qui tend à pas être très positif. Donc quand tu es sur cette superficie-là et ces hectares-là, avoir un satellite qui est capable de traquer en temps réel ou en quasi-temps réel ce qui est en train de se passer, derrière, c'est des vies humaines qui sont aussi, pas épargnées, mais qui sont, on va dire, sécurisées. Et puis, il y a aussi simplement la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on est capable de détecter des gaz à effet de serre à un niveau usine, à un niveau vraiment très, très restreint de quelques mètres carrés. Et ça, c'est possible grâce aux satellites. Sans ça, on serait en fait, on va dire, les yeux bandés devant le réchauffement climatique. Et donc, il y a cette logique-là de, ok, est-ce que ce que j'envoie est souhaitable? Et ça passe par ça. Ça passe par avoir des projets qui reflètent ça. Forcément, il y a des projets qui sont un peu plus débattables et qui sont présents dans le secteur, que je ne jugerai pas parce que, c'est comme ça, il y a de tout dans le secteur. Nous, on espère en tout cas pouvoir vivre avec des satellites et des opérateurs qui ont cette conscience-là qui est présente. Et on travaille aussi avec d'autres acteurs qui sont, on va dire, connectés au sujet, comme Aldoria, pour citer qu'eux, qui font de la surveillance des débris dans l'espace. Parce que on a un peu cette dette qui est présente aujourd'hui. On a des dizaines, centaines de milliers de débris dans l'espace qui sont là et que ils sont là. Oui, effectivement, c'est dramatique, mais concrètement, on peut pas y faire grand chose, quoi. On a des technologies qui commencent à arriver pour dépolluer, mais enfin, on va pas se le cacher, c'est pas quelque chose qui va se résoudre d'un claquement de doigts. Ça va pas se résoudre en 1 an, ça va pas se résoudre en 2 ans. Donc il faut vivre avec. Et donc ça passe forcément par de nouveaux acteurs qui émergent et avec qui on va directement travailler. Parce qu'on est fléché sur ces enjeux-là, on se dit, ok, il faut aller saisir ces opportunités, de se dire, quelle est ma conscience écologique, qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer, même si on peut rien faire sur le passé, on peut agir sur le futur. Et agir sur le futur, c'est se rapprocher de ces acteurs comme Aldoria, et derrière aussi avoir une conscience écologique, on va dire, sur nos activités elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les débris dans l'espace? Dans notre cas, c'est le 2e étage, il retombe directement, on sacrifie des performances de notre lanceur pour pouvoir faire retomber notre 2e étage. Et puis au niveau ensuite de la pollution en tant que telle, alors, on est aujourd'hui en train de venir quantifier très précisément le cycle de vie d'un lanceur, autant au niveau de la pollution autant au niveau du lancement, que au niveau des activités de production, des activités de transport, parce que c'est surtout ça en fait. Dans le cadre de Zephyr, dans le cadre d'un micro-lanceur, va compter. C'est pas les 6-7 minutes que va comporter un lancement, peut-être un petit peu plus. Mes ingénieurs risquent de me faire une remarque peut-être, mais ça va être vraiment en fait le côté transport, le transport routier, le transport aérien, et puis le côté production.
Qu'est-ce que je fais pour que dans ma production, je consomme le moins de matières premières? Qu'est-ce que je fais pour polluer le moins possible? En France, on a la chance d'avoir déjà de l'électricité qui est massivement décarbonée, qui est aussi une grosse différence par rapport à d'autres pays. On peut avoir confiance au nucléaire sur ça. Mais ensuite, ça va être forcément par rapport à nos méthodes de fabrication, procédés de fabrication, et puis aussi nos partenaires. Sélectionner les partenaires déjà locaux, parce que ça minimise encore une fois le transport, et puis ça donne aussi un avantage compétitif pour l'entreprise de se dire, si on a un problème, quoi que ce soit, au niveau du développement, au niveau d'une pièce, qualification, etc., on a juste à faire, 10 minutes en voiture, et on peut aller voir le fournisseur et lui dire, bon, on a ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le résoudre? Quand on a un fournisseur qui est à l'autre bout du monde, ou à l'autre bout du continent, d'un coup déjà, l'empreinte écologique, elle est beaucoup plus importante. Donc il y a cet attrait local qui est présent chez Latitude et qui fait aussi que derrière, on peut avoir, on va dire, une empreinte écologique qui est minimisée. En tout cas, je te remercie pour cette transparence parce que c'est une réponse détaillée et c'est un sujet qui est majeur, on le sait, et je pense qu'on en est très conscient autour de cette table, mais c'est des engagements qui sont quand même assez forts que vous prenez. Tu l'as expliqué très concrètement, par exemple, en sacrifiant une capacité, enfin un emport éventuellement un peu plus important dans votre lanceur pour faire retomber le second étage, qui est un élément très souvent problématique pour les lancements. On perd souvent le second étage qui orbite autour de la Terre pendant des mois, des années avant de retomber de manière plus ou moins contrôlée. Mais donc non, merci beaucoup pour cette réponse et on suivra bien sûr sur ces sujets la suite de vos aventures. On arrive bientôt à la fin de l'émission, mon cher Thomas, je te laisse poser éventuellement une dernière question. Ouais, j'en ai une. Tu l'as évoqué, donc vous avez une relation avec, alors, ce qui ne sont pas des concurrents, mais un petit peu des collègues, les autres acteurs du New Space. Moi, j'aime bien cette image-là, c'est hyper agréable, ça montre un secteur justement qui collabore beaucoup. Et on a parlé aussi dans de précédentes émissions, pour le dire vulgairement, du New Space et du Old Space. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les relations, comment vous travaillez avec des entités comme le CNES, comme l'ESA ou comme d'autres à l'international? Alors, on travaille énormément avec le CNES, déjà, et même historiquement, en fait. D'ailleurs, le CNES, c'est, je pense, c'est peut-être même le premier partenaire qui nous a fait confiance avec le contrat de R&D sur le moteur Navier. C'était à l'époque où voilà, on était une quinzaine, même un petit peu moins, dans l'entreprise. Il y a le CNES qui, dans le cadre d'un concours d'appel à projet R&D, ainsi de suite, nous a fait confiance, nous a donné une première subvention, un premier contrat de développement pour venir mener à terme un premier moteur, donc, qui était le Navier MK1 à l'époque. Et c'est celui du coup qu'on a essayé en Écosse. Et depuis, en fait, cette histoire qu'on a avec le CNES, elle s'est perpétuée. Au tout début, donc, avec ces 15 personnes, avec ce projet tout petit qui était vraiment centré sur le moteur, et jusqu'à maintenant où on a un contrat avec eux, mais un contrat de lancement, avec l'État aussi, qui montre le changement de dimension et qui montre cette belle relation qu'on a avec eux depuis le début de notre histoire. Donc, les relations avec le CNES, elles sont géniales. Alors forcément, comme dans toute relation qu'on a, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le côté pro, il y a de temps en temps des points de tension et ainsi de suite, des points d'incompréhension, parce que, oui, on est dans des cultures qui sont différentes, mais ce que je trouve très intéressant avec le CNES, c'est que ils ont quand même cet état d'esprit de se dire, on sait que les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes. On le sait, on en est conscient. Historiquement, on a travaillé avec de grands acteurs, et du coup, c'est complètement différent de travailler avec vous. Et pour autant, on va se mettre autour d'une table, et on va discuter, et on va voir comment on peut faire pour concilier, nous, notre monde, avec votre monde. Et c'est cette approche qu'a le CNES qui est super intéressante, et qui en fait, mine de rien, un avantage aussi compétitif derrière, de se dire qu'on a une agence nationale sur le spatial qui est à ce point à l'écoute des acteurs comme nous, des acteurs émergents, et qui continuent à nous soutenir, à venir nous voir, à nous rencontrer, mois après mois, année après année. Et c'est ça qui est super beau. Et puis après, donc forcément, il y a l'ESA, l'Agence spatiale européenne, où la relation est différente forcément avec le CNES, parce que l'ESA est arrivé un petit peu plus tard dans notre histoire. Et donc on a de superbes relations avec eux aussi, qui vont être plus sur le côté commercial. Là où le CNES, forcément, on a eu le côté technologique, puis le côté commercial, puis
vraiment le côté entreprise. Et là, c'est plutôt, voilà, quelles sont les perspectives que m'offre Latitude en tant qu'acteur commercial, en tant qu'acteur de lancement, quel avantage ils vont me proposer. Et donc, c'est une relation qui est radicalement différente parce que c'est une relation de purement, on va dire, commercial, de client à partenaire de lancement. Et c'est s'assurer d'être le plus compétitif sur ces sujets. Tu nous dépeins là une relation hyper riche et intéressante, donc ça c'est hyper agréable parce que c'est vrai qu'on peut avoir des retours très différents entre les agences, le New Space, donc merci beaucoup déjà pour ça. On arrive au bout de cette très belle émission, ce très bel épisode 2 de la saison 5 de notre Odyssée spatiale. Donc déjà, je te remercie Simon d'avoir été à mes côtés une nouvelle fois, comme toujours. Merci à toi de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir mis les pieds sous la table et organisé cette émission. Et puis merci beaucoup Florian, on a eu beaucoup de chance de t'avoir, on est très content de profiter de ta traversée de la France pour enregistrer une émission ici avec toi, et puis au plaisir de bien sûr continuer à couvrir vos actualités. Et je te laisse la parole mon cher Thomas avant de te laisser le mot de la fin mon cher Florian. Et donc oui, merci beaucoup à toi, c'est vrai que c'était un plaisir, on s'est déjà vu, on a déjà échangé, on s'est déjà vu à plusieurs occasions et c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir échanger ensemble. Merci de nous avoir partagé tous ces beaux éléments ce soir et d'avoir répondu à nos très nombreuses questions, et je sais qu'avec Simon on en a encore plein qu'on aurait pu te poser, ça aurait pu durer des heures mais on en aurait endormi plus d'un. Et puis donc on a une petite tradition, c'est qu'on va te laisser le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux, ton ressenti sur l'émission, ta vie en général, ta matinée, voilà. Donc encore une fois un immense merci, au plaisir de rééchanger, de reparler de Latitude bien entendu, et puis je te laisse le mot. Déjà, merci à vous deux pour l'invitation, c'est un plaisir de venir et intervenir sur les ondes de cette manière-là, surtout dans un côté plus informel que ce que je peux avoir moi dans mon quotidien en tant que membre d'une entreprise et en particulier porte-parole sur pas mal de sujets. C'est ultra pertinent, c'est ultra intéressant de se prêter à l'exercice. Et puis ouais, ce que j'aimerais mettre en mot de la fin, et c'est ultra important, je pense, d'avoir ce côté-là, c'est surtout dans le New Space, pour les auditeurs qui souhaiteraient se lancer dedans, auditrices aussi, qui souhaiteraient se lancer dedans, c'est d'avoir de la proactivité, comme j'en avais parlé juste avant, de ne pas se mettre de barrières. Et je pense malheureusement, on a pas mal de ce côté-là dans le spatial, en Europe, de se mettre de barrières, de dire non, c'est pas possible, je pourrais pas le faire, je pourrais pas y aller parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et on n'a même pas été confronté au réel qu'on se met déjà les barrières. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient fermer énormément d'opportunités, ne serait-ce que d'envoyer des messages. Voilà, simplement, je t'ai envoyé un message avant d'arriver à Toulouse, je t'ai dit, voilà, regarde, je suis à Toulouse, tiens, faisons quelque chose. Et j'ai la chance de faire ce podcast derrière. Donc non, c'est assez important, je pense, comme mot de la fin, de se dire de ne pas se mettre de barrière et de foncer, même si on est dans le spatial, même si on n'est pas forcément, pas forcément sur le côté communication, mais qu'on est ingénieur, etc. Foncer, tenter des choses, parce que c'est comme ça que derrière, on a des chances énormes qui tombent, quoi.